Vous savez, une clé de voiture aujourd'hui, ce n'est plus juste un bout de métal et de plastique. Non, c'est une véritable carte d'identité numérique. Si un mécanicien appuie sur un bouton d'une tablette de diagnostic, juste une fraction de seconde trop tôt, ou s'il répète son geste avec un peu trop d'impatience, eh bien une Kia Picanto oubliera instantanément et définitivement toutes les clés qu'elle n'a jamais connues. Ouais, son cerveau numérique va carrément se verrouiller. C'est ça, le véhicule devient totalement inaccessible, et aujourd'hui on explore justement pourquoi les ordinateurs de bord de nos voitures sont en fait délibérément conçus pour s'auto-saboter. Et c'est un mécanisme vraiment fascinant, parce que la plupart du temps, on n'y prête aucune attention, tu vois. Bah oui, on appuie sur un bout de plastique, la portière s'ouvre, on monte, et voilà. Exactement. Mais cette action super banale, elle masque une ingénierie de cybersécurité qui est tellement complexe qu'elle rivalise sans problème avec les réseaux informatiques d'une grande entreprise. C'est tout l'objectif de notre analyse aujourd'hui. On s'appuie sur une intervention très spécifique qui a été documentée par la chaîne Ben Afarsen Motor. Ah oui, la fameuse vidéo sur la programmation. Voilà, ça montre le processus complet pour programmer une nouvelle télécommande sur une Kia Picanto. Mais ce qui rend cette opération vraiment remarquable, c'est que c'est réalisé entièrement en dehors du circuit officiel des concessionnaires. Ouais, le technicien utilise simplement des outils de diagnostic professionnel, genre le Diagzone Pro ou le SyncJack 2. C'est fou quand on y pense, ça nous donne une occasion inespérée de décortiquer cette chorégraphie numérique invisible qui se joue sous le capot. Tout à fait. Et pour vraiment saisir l'ampleur de ce qui se passe pendant cette programmation, il faut d'abord identifier où réside cette fameuse identité numérique. D'accord, donc où est-ce que ça se passe physiquement dans la voiture ? Ça demande déjà d'écarter un mythe très tenace chez les automobilistes, et même chez certains techniciens amateurs d'ailleurs. Ah oui, lequel ? Eh bien, quand une télécommande refuse d'ouvrir une porte, le réflexe immédiat des gens, c'est d'incriminer l'objet physique. Ouais, on change la pile, ou on se dit que le circuit imprimé a rendu l'âme à force de tomber par terre, un truc comme ça ? Exactement. Alors que la véritable défaillance, elle se situe bien souvent du côté du récepteur, au cœur même de l'architecture électronique du véhicule, dans un composant qu'on appelle le BCM. Le BCM, donc le Body Control Module ? C'est ça, le Body Control Module. En gros, c'est un ordinateur dédié, c'est un nœud central dans le réseau de la voiture. Ok, et il fait quoi concrètement, cet ordinateur ? Son rôle, c'est de gérer tous les accessoires de confort et de sécurité de la carrosserie. Donc les essuie-glaces, l'éclairage et surtout le système de verrouillage centralisé. Donc c'est lui le patron des portières. Voilà. C'est le BCM qui capte l'onde radio de la télécommande et qui décide ensuite d'activer ou non les moteurs des serrures. Puis ça, j'aime bien voir ça comme le vigile très strict à l'entrée d'une... Ah, l'analogie est bonne. Ah oui, il détient la liste des invités. Et il décide seul de qui a le droit d'entrer ou non. C'est exactement ça. Mais si on analyse la structure de sécurité d'un véhicule moderne, on remarque une séparation très très stricte. C'est-à-dire ? Eh bien, le constructeur ne permet pas à ce module de carrosserie, le BCM, de gérer le démarrage du moteur. C'est totalement séparé. Attends, donc il y a le BCM d'un côté pour les portes et un autre système pour le moteur. Ouais, l'antidémarrage, qu'on appelle souvent l'immobilizer, de l'autre côté. Mais ça donne un peu l'impression de multiplier les systèmes pour rien, non ? Enfin, je veux dire, si la clé est déjà authentifiée pour ouvrir la portière, pourquoi le véhicule a besoin d'une deuxième vérification complètement indépendante pour allumer le moteur ? L'industrie automobile a appris cette leçon à ses dépens au début de l'ère électronique. Si on confie l'autorisation globale à un seul point d'entrée, on crée ce qu'on appelle en cybersécurité un point de défaillance unique. Ah, donc si ça casse, tout est compromis. Exactement. Dans les années 90, quand les premières télécommandes radio sont apparues, des voleurs utilisaient de simples scanners pour intercepter et rejouer le signal d'ouverture. Et du coup, s'ils ouvraient la porte, ils pouvaient démarrer la voiture. Voilà. Si ce même signal radio permettait de démarrer la voiture, le vol était trivial. Quelques secondes et c'était plié. Ce qui explique pourquoi l'accès physique à l'habitacle et l'autorisation de démarrer utilisent des technologies et des modules complètement différents aujourd'hui. C'est le principe de la défense en profondeur. La télécommande, elle envoie un signal radiofréquence, ou RF, à distance vers le BCM. Qui j'imagine est un peu plus sécurisé qu'avant. Absolument. Il utilise des algorithmes de code tournant pour empêcher les interceptions. C'est le premier mur de sécurité. Ok, mais pour le moteur alors ? Pour démarrer le moteur, l'immobiliseur utilise une puce RFID passive, qui est incrustée dans la clé. Et cette puce, elle doit être placée à quelques millimètres du barillet de contact pour être lue par une antenne spécifique. Donc ça demande une présence physique très, très proche. C'est ça. Cette séparation, elle compartimente les risques en fait. Je vois. Donc un pirate qui parvient à tromper le BCM depuis la rue avec un scanner, il pourra certes fouiller la boîte à gants, mais le calculateur moteur restera totalement aveugle et sourd à ses tentatives de démarrage. Exactement. La voiture ne bougera pas. Cette architecture super stricte, ça explique pourquoi l'intervention du technicien de la chaîne Benefas Al-Mouharek est si spécifique. En fait, il ne reprogramme pas une clé pour démarrer la Kia. Non, pas du tout. Il force spécifiquement le BCM à accepter un nouveau partenaire radio pour l'ouverture des portières. Et pour ça, il peut pas utiliser n'importe quoi, il utilise des outils qu'il mentionne comme étant le Diagzone Pro ou le ThinkDiag 2. Ouais, on est très loin du simple lecteur de code d'erreur qu'on peut brancher soi-même dans son garage pour éteindre un voyant. Ah, la distinction est capitale. Un scanner grand public, c'est unidirectionnel. En gros, ça ne fait qu'écouter ce que la voiture veut bien lui dire. Juste de la lecture, quoi. Voilà. Mais les interfaces comme le ThinkDiag 2, ce sont des outils bidirectionnels. Ils se branchent sur la prise OBD2 sous le volant et ils agissent comme un vrai pont entre une tablette et le réseau interne de la voiture. Donc il n'écoute pas seulement, il parle, il donne des ordres. C'est exactement ça. Ils peuvent forcer les modules à entrer dans des modes de programmation hyper sécurisés
sécurisé. D'ailleurs, en observant l'utilisation de cet outil dans la vidéo, il y a un détail méthodologique qui m'a vraiment fait tiquer. Ah oui, lequel? Le technicien s'apprête à programmer une serrure de porte, d'accord? Pourtant, sa toute première action avec sa tablette, c'est de lancer un balayage complet de tous les calculateurs. Oui, le scan automatique. C'est ça. L'écran de sa tablette fait défiler un scan du moteur, confirme l'absence de module pour une boîte de vitesse automatique, et il va même jusqu'à interroger le module des airbags, où il relève un code d'erreur d'ailleurs. Tout à fait. J'avoue que cette étape m'a semblé totalement contre-intuitive. Je veux dire, pourquoi perdre un temps précieux à vérifier les capteurs de collision d'un airbag quand la mission, c'est juste d'apprendre à une voiture à ouvrir ses portes? Si on conçoit la voiture comme une simple collection de pièces mécaniques isolées, c'est vrai que ça paraît complètement absurde. Bah ouais, c'est ce que je me disais. Mais il faut comprendre comment ces modules communiquent entre eux. Ils ne sont pas reliés par des fils individuels pour chaque fonction. Ils partagent tous une même autoroute de l'information qu'on appelle le BusCAN. Le BusCAN pour Controller Area Network, c'est ça? Exactement. Et sur ce réseau partagé, le moteur, l'airbag, le système de freinage et le fameux BCM, ils discutent en permanence. Ah, je crois que je saisis. C'est un peu comme essayer d'envoyer un fax hyper important sur une ligne téléphonique partagée. C'est une excellente analogie. Si le module de l'airbag est en train de saturer la ligne parce qu'il hurle qu'il a un défaut de capteur, le BCM à l'autre bout de la maison, il pourra jamais décrocher pour entendre les instructions complexes de programmation d'une nouvelle clé. Voilà, ça touche au cœur du problème. Le BusCAN, il fonctionne sur un système de priorité de messages. Donc l'airbag parle plus fort que la portière. Évidemment, un message qui provient du système de freinage ou de l'airbag aura toujours une priorité absolue sur le réseau par rapport à une commande de confort comme le verrouillage centralisé. Ça semble logique pour la sécurité. Absolument. Si un module critique est en erreur grave, il peut inonder le réseau de messages. Pire encore, l'ordinateur central de gestion peut décider de placer l'ensemble du véhicule en mode fail-safe. En mode de sécurité donc. C'est ça. Et dans cet état de panique numérique, la voiture va verrouiller préventivement toute modification de ses paramètres d'accès. Donc on ne laisse pas un technicien modifier la liste des clés d'une voiture qui, d'un point de vue informatique, pense être en train de subir un accident. Précisément. D'où l'importance vitale de ce scan préparatoire que tu as remarqué. Il cartographie le réseau pour s'assurer que le BusCAN est stable en fait. Voilà, il s'assure que l'autoroute de communication vers le BCM est bien fluide. C'est passionnant. Et c'est seulement après avoir validé ce bilan de santé globale qu'il entame la procédure chirurgicale. Et là, on entre dans une séquence d'action d'une précision folle. La rigueur est absolue, parce qu'on demande quand même au système de baisser ses boucliers. Ouais. Donc la première condition montrée dans la source, c'est de mettre le contact du véhicule mais sans lancer le démarreur. C'est bien ignition on, moteur éteint. C'est ça. C'est l'état qui alimente tous les calculateurs en énergie et qui les réveille pour accepter la communication diagnostique. Sans les vibrations, les fluctuations électriques du moteur thermique qui viendraient parasiter le réseau. Exactement. Le réseau doit être aussi propre que possible. Une fois l'électronique éveillée, le technicien navigue dans les menus de son application, on le voit sélectionner la marque Kia, cibler le modèle Picanto et il isole le BCM parmi tous les calculateurs. Et là, il va chercher une fonction vraiment spécifique dans le logiciel. La fameuse fonction Remote Control Matching, l'apprentissage de télécommande. Voilà, et c'est à ce moment très précis que la validation finale se joue. Le logiciel lui donne une instruction simple mais implacable. Appuyer sur le bouton de verrouillage, le bouton Lock de la nouvelle télécommande et le maintenir enfoncé pendant très exactement 5 secondes. Ouais, pas 4, pas 6, 5 secondes. Et ces 5 secondes, elles ne sont vraiment pas arbitraires. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Derrière cette attente se cache l'échange cryptographique. La télécommande et le BCM ne font pas que se dire bonjour. Ils s'échangent des codes? Mieux que ça, ils négocient une graine mathématique initiale. Comme je le disais, les systèmes modernes utilisent des codes tournants. Chaque pression génère un code différent. Ah, donc pour que la voiture reconnaisse la clé demain ou dans 3 ans, il faut que le BCM et la télécommande se synchronisent. C'est ça. Ils synchronisent leur générateur d'algorithmes à la microseconde près. Et ça se fait pendant ce délai d'apprentissage de 5 secondes. C'est incroyable. Tu sais, en voyant ce cheminement imposé, mettre le contact, naviguer dans des sous-menus obscurs, trouver le BCM et maintenir un bouton spécifique pendant exactement 5 secondes. Ça te rappelle quelque chose? Bah ouais, ça m'a irrésistiblement fait penser au cheat code des vieux jeux vidéo. Tu sais, la séquence du type haut, bas, gauche, droite qu'il faut réaliser avec un timing parfait pour débloquer un pouvoir caché. C'est une super comparaison. La moindre erreur dans l'enchaînement ou un appui un peu trop court, et bam, l'opération entière échoue. La mécanique est en effet très similaire à celle d'un code secret. L'objectif est identique, c'est de prouver qu'on possède l'autorité nécessaire pour altérer les règles du système. Mais bon, contrairement à un jeu vidéo où une erreur oblige juste à recommencer le niveau, j'imagine que rater ce timing dans un vrai atelier mécanique, ça a des répercussions un peu plus graves. Ah oui, potentiellement désastreuses même. C'est bien ce qui me semblait. Avec une fenêtre de tir aussi rigide que 5 secondes chrono, l'erreur humaine est inévitable, non? Bien sûr. Si le technicien relâche le bouton trop tôt, le BCM refuse logiquement la nouvelle clé. Ça, c'est normal. Mais le véritable danger survient juste après, non? Dans la réaction du mécanicien face à cet échec. Exactement. Le retour d'information pour confirmer la clé, c'est censé être un bip sonore du tableau de bord ou le claquement des serrures. Et s'il n'entend rien? S'il n'entend rien, l'impulsion naturelle, c'est de recommencer. Guidé par le stress ou juste parce que l'atelier est bruyant, il va appuyer à nouveau sur le bouton. Plusieurs fois d'affilée de manière un peu agacée. Voilà, en se disant que le signal n'est pas passé. Et c'est en répétant l'opération hors de ce protocole hyper strict que le piège numérique se referme sur lui. Tout à fait. Le système ne se contente pas d'ignorer ces nouvelles pressions erratiques. Il prend une décision assez radicale. Très radicale. Il efface l'intégralité de sa mémoire. Attends, l'intégralité? Il oublie juste la nouvelle clé, non? Non. Le BCM efface la nouvelle clé, mais il efface également toutes les clés fonctionnelles que le propriétaire possédait déjà. Waouh. La voiture devient une brique incapable de s'ouvrir. Littéralement. Mais à première vue, ça ressemble à un défaut de conception massif de la part des constructeurs. Enfin, pourquoi les ingénieurs de Kia ou d'autres concevraient un système informatique qui se saborde à la moindre erreur de manipulation d'un mécanicien? Parce que du point de vue de la logique algorithmique du BCM, cette impatience humaine, elle ne ressemble pas du tout à une erreur. À quoi ça ressemble alors pour l'ordinateur? Elle a exactement la même signature numérique qu'une attaque par force brute. Ah! Le BCM pense qu'il est en train de se faire pirater en fait. Précisément.
Imagine la scène depuis le processeur du module. Il vient d'ouvrir une fenêtre de programmation hautement sécurisée, il attend une poignée de main cryptographique continue et stable de 5 secondes. D'accord. Et au lieu de ça, il reçoit une rafale de signaux radio fragmentés, irréguliers et complètement hors délai. Ce qui, dans la rue, correspondrait au comportement d'un voleur avec un brouilleur. Exactement, un voleur qui utilise un outil de clonage illicite et qui tente de bombarder le système de code aléatoire pour forcer un accès. C'est un mécanisme d'autoprotection. Face à l'incertitude, le BCM coupe les ponts. C'est la politique de la terre brûlée. Le système s'assure que si un attaquant tente de manipuler l'accès, eh bien il ne repartira de toute façon pas avec la voiture. C'est hyper violent pour le mécanicien inattentif qui vient juste d'effacer les clés de son client. Ouais, c'est sûr. Mais c'est le prix ultime d'une sécurité numérique robuste. Les ingénieurs appellent ça un fail-safe destructif. Un fail-safe destructif. Le terme pose bien l'ambiance. Chaque protocole, chaque seconde imposée dans ces logiciels a été pensé pour contrecarrer les techniques de vol. La marge de manœuvre laissée aux mécaniciens est minime par conception. C'est vraiment ce qui rend la maîtrise de ces outils bidirectionnels comme le ThinkDiag si délicate. C'est pas juste une question de savoir sur quel bouton appuyer sur une tablette. Non, c'est une question de comprendre la psychologie de l'ordinateur qu'on tente de reprogrammer. Et dans le cas documenté par la source d'aujourd'hui, le technicien, lui, il maîtrise parfaitement cette psychologie. Oui, il fait un sans faute. Il respecte le tempo, effectue l'opération avec succès pour la première télécommande, puis il répète la procédure sans précipitation pour une seconde clé. Et le retour à la réalité est immédiat. Une fois la tablette débranchée, un simple clic sur le bouton fait claquer les serrures de la Kia. C'est le son de David Collard pour un technicien. L'identité numérique a été forgée, validée et intégrée dans le BCM. C'est fascinant, parce que ce claquement de serrure, c'est vraiment la preuve concrète que la barrière technologique qui isolait autrefois la réparation automobile, elle évolue. Totalement. Historiquement, ce niveau d'intervention en profondeur sur les réseaux de la voiture, c'était le privilège exclusif des équipements d'usine. Jalousement gardé par les concessionnaires. Exactement. Mais l'émergence d'outils comme le Diag Zone Pro brise complètement ce monopole. Des techniciens indépendants peuvent désormais réaliser ces opérations ultra complexes. À condition d'avoir la formation et la compréhension des réseaux informatiques sous-jacents, bien sûr. Ah oui, ça c'est non négociable. La mécanique pure a laissé une place énorme à l'administration réseau. Diagnostiquer un problème de portière aujourd'hui, c'est devenu diagnostiquer le trafic de données sur un bus scan. Le métier s'est vraiment métamorphosé. Comprendre ces systèmes n'est plus une simple option, c'est une nécessité de survie professionnelle. Ignorer le fonctionnement du multiplexage, c'est l'incapacité pure et simple de réparer les véhicules modernes. Et pour nous, en tant que conducteurs, cette immersion dans les entrailles logicielles, ça change radicalement la perspective qu'on a sur l'automobile. C'est clair, la voiture c'est plus juste des câbles en acier et des pistons. Exactement. Le câble physique qui reliait la poignée à la serrure n'existe plus. Il a été remplacé par une autorisation conditionnelle. Chaque action quotidienne, comme ouvrir sa voiture sous la pluie, c'est en réalité une demande d'accès. Une demande soumise à l'approbation d'un algorithme intraitable. Et ça soulève une réflexion presque philosophique pour clore cette exploration. Je t'écoute. Si le contrôle total de notre véhicule repose entièrement sur un jeton d'authentification numérique, un jeton qui peut être programmé ou effacé de manière irréversible en 5 secondes via une tablette Bluetooth, Oui. À quel point sommes-nous encore réellement les propriétaires souverains d'une machine physique? N'avons-nous pas été subtilement rétrogradés au statut de simple détenteur d'une licence d'utilisation temporaire? Une autorisation logicielle toujours sujette à l'humeur du code. C'est troublant. C'est une pensée à garder en tête la prochaine fois qu'on appuiera sur le bouton de notre clé.